Mesdames et messieurs, bonsoir. Je commencerai la séance par vous souhaiter les meilleurs vœux de bonne santé. Pour le reste, chacun s'occupera évidemment de ce qui passionne, ce qui intéresse, et c'est normal. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je crois que la principale donnée que l'on souhaite à tous, c'est évidemment la santé, parce que sans la santé, on ne fait pas grand-chose. Je voudrais effectivement vous souhaiter tout ce qui peut être bon pour vous et vos familles. Si vous en êtes d'accord, nous pouvons commencer cette séance du Conseil. Madame Faure, Madame Buchsteger, Madame Bouclier se sont proposées pour être secrétaires de séance, sont présents. Messieurs Bertrand, Madame Faure, Monsieur Patois a donné procuration à Monsieur Bougette, Madame Laurent, Monsieur Bougette, Madame Buchsteger, Monsieur Drivière, Monsieur Catrin, Monsieur Cataneo, Madame Dassin, Madame Guel a donné procuration à Madame Laurent, Monsieur Giraud, Madame Mullier, Madame Penzo, Madame Razalon-Jatovo a donné procuration à Madame Faure, Madame Régie, Monsieur Tézy a donné procuration à Monsieur Bertrand, Monsieur Benoît a donné procuration à Madame Chenu-du-Rafour, Madame Bouclier, Madame Chenu-du-Rafour, Monsieur Dupré, Madame Galabru, Monsieur Gentil a donné procuration à Madame Gonzalez et Madame Gonzalez. Le premier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation du PV de la séance du 5 décembre. Nous n'avons eu aucune remarque. Si vous êtes d'accord, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Ce PV est approuvé à l'unanimité. Délibération suivante, alors administration générale, élaboration du plan communal de sauvegarde. Donc, comme vous le savez, nous avons traversé une période un peu mouvementée et on s'est aperçu que l'on pouvait avoir besoin d'un plan plus organisé. Ce n'est pas obligatoire, mais d'un plan plus organisé de sauvegarde. Donc, effectivement, cette délibération est là comme seule mission d'élaborer ce plan de sauvegarde. Ça consiste en quoi? Ça consiste à pouvoir accueillir, abriter un certain nombre de personnes, de pouvoir les héberger, éventuellement les nourrir, etc. Et de prévoir de quelle façon les choses se déroulent. Voilà, alors c'est effectivement un programme qui va nécessiter du temps pour le mettre en place, mais qui sera très important pour la collectivité. Et tant mieux si ce plan ne sert à rien, mais il est possible qu'il puisse servir en cas de problème multiple. Donc, il vous est demandé d'approuver le lancement du processus d'élaboration de ce plan communal de sauvegarde et d'autoriser le maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à la réalisation du plan communal de sauvegarde, appelé PCS, de la commune. Est-ce qu'il y a des questions? Donc c'est un plan qui vient compléter le plan Orsec. Oui, absolument. Tout à fait. Et qui vient, oui, c'est un peu le préambule du plan Orsec. Le plan Orsec, c'est quand même très, très lourd, mais ça, c'est effectivement la mission de la commune. D'accord. Qu'est-ce qu'il a de plus, ce plan communal? Il n'a pas grand-chose de plus que ce qui a été fait, si ce n'est de prévoir, par exemple, suffisamment de quoi coucher les gens, c'est-à-dire d'avoir un matériel que l'on sait où prendre, par exemple pour les nourrir si c'était nécessaire, pour les abriter, etc. Pour le moment, on en est à l'élaboration de ce plan de sauvegarde. Nous ne sommes pas soumis à cela, mais je crois que ce plan de sauvegarde, il est important ici, et cela est dit dans la délibération. On est près d'un aéroport, il peut arriver un vrai problème. On est près du CERN, il peut y avoir un vrai problème. Et on n'est pas à l'abri d'avoir effectivement, comme ça s'est passé il y a quelque temps, d'avoir besoin
d'organiser des secours à une échelle importante. Voilà, donc on se confond, on ne remplace pas le plan 7, puisque c'est une décision préfectorale, mais on se conforte avec cette donnée-là. Et il est élaboré avec quel organisme ce plan? À partir de... C'est la mairie qui va organiser effectivement le projet de plan et qui probablement le soumettra aux pompiers, etc., au département. Et sans bureau d'études, sans rien? Pour le moment, ça ne nous semble pas nécessaire. Si c'est nécessaire, on fera appel à un bureau d'études. Mais en réalité, la plupart des collectivités le réalisent sans autre. Dans la mesure où on peut consacrer des agents compétents pour s'occuper de ça. Pour nous, c'est un directeur adjoint des services administratifs qui sera en charge de cela. Et il prendra toutes les mesures qui lui apparaîtront nécessaires pour faire ce plan. Très bien. Alors nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est les modifications du tableau des emplois maintenant. C'est Madame Bucheguer qui rapporte. Bonsoir. Compte tenu de l'augmentation de la population communale, du fait que la commune de Saint-Genis-Pouilly instruit les demandes de passeport et de carte d'identité, des transferts de compétences des tribunaux d'instance aux communes, de la gestion du pacte civil de solidarité et des changements de nom et prénom, il est envisagé de passer de 2,8 équivalents temps plein à 3 ETP au service accueil population. Aussi, il est proposé de supprimer un poste d'adjoint administratif territorial à temps non complet de 28 heures au 15 mars 2020 et de créer un poste d'adjoint administratif territorial à temps complet au 16 mars 2020. Le comité technique réuni le 9 décembre 2019 a été informé de ce projet de modification. Aussi, les demandeurs au conseil municipal de bien vouloir supprimer au 15 mars 2020 un poste d'adjoint administratif territorial à temps non complet de 28 heures au service accueil population et de créer au 16 mars 2020 un poste d'adjoint administratif territorial à temps complet au service d'accueil population et demander d'accepter le tableau des emplois au 16 mars 2020. Très bien. S'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est l'approbation du règlement de formation. Toujours Madame Bucheguer. Le règlement de formation est un guide qui présente les dispositifs de formation et qui fixe les modalités de la gestion de la formation applicable aux agents communaux. Il permet à chaque agent de connaître ses droits et obligations, ainsi que ses interlocuteurs en matière de formation. Ce document prend en compte les évaluations législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale. La loi de transformation de la fonction publique prévoit que certains contractuels recrutés sur un contrat d'un an au minimum devront suivre des formations statutaires obligatoires. Cette disposition est mentionnée dans le règlement de formation, même si nous n'en connaissons pas les détails, à défaut de publication des textes réglementaires correspondant à ce jour. Pour autant, cette disposition sera appliquée à la parution du décret. Par ailleurs, la grande nouveauté de ce règlement concerne les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation. Le décret prévoit la mise en œuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique. Il remplace le droit individuel à la formation. Peuvent bénéficier du compte personnel de formation les fonctionnaires et les contractuels. L'alimentation s'effectue dans les proportions suivantes. 24 heures maximum par année de travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures. Puis 12 heures maximum par année de travail dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Une disposition dérogatoire est prévue pour les agents publics de catégorie C n'ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 du répertoire national des certifications professionnelles. Dans ce cas, l'alimentation annuelle s'élève à 48 heures maximum et le plafond est porté à 400 heures. À ces plafonds de 150 ou 400 heures selon les cas, peuvent s'ajouter 150 heures supplémentaires attribuées à l'agent en situation d'inaptitude physique à
à l'exercice de ses fonctions sur présentation d'un avis du médecin de prévention afin de réaliser un projet d'évaluation professionnelle. L'objectif est de maintenir l'employabilité de l'agent. Les formations doivent avoir pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre d'un projet d'évaluation professionnelle. En application de l'article, lors de l'instruction des demandes de formation au titre de CPF, certaines requêtes sont considérées comme prioritaires lorsqu'elles visent à, premièrement, acquérir le socle de connaissances et de compétences professionnelles. Deuxièmement, suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions reconnues par le médecin de prévention. Troisièmement, suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Quatrièmement, suivre une action de formation, de préparation au concours des examens professionnels. Pour prendre sa décision à prendre en compte, outre les critères prioritaires fixés par l'article 8 du décret, les orientations suivantes. La priorité est donnée aux formations dans les domaines ou métiers déterminés comme en tension par la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, et particulièrement aux agents de catégorie C n'ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau 5. Les autres actions de formation seront instruites mais considérées comme non prioritaires en prenant en compte les éléments précisés par le règlement de formation. Ces actions de formation se réalisent en priorité sur le temps de travail, sous réserve de nécessité de service. Lorsqu'elles se réalisent en dehors du temps de travail, l'agent ne perçoit pas de rémunération supplémentaire. La commune prend en charge tout en partie les frais pédagogiques liés au coût de la formation demandée au titre du compte personnel de formation au regard du nombre d'heures acquises sur le CFP et dans la limite d'un plafond de 250 € par action et par agent. Il peut être dérogé à ce plafond au regard du nombre d'heures acquises sur le CFP lorsque cette formation est demandée par un agent à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions par le médecin de prévention a été engagée. Pour autant, cette action de formation sera financée dans la double limite de 5 000 € et du budget disponible voté chaque année pour ces formations demandées au titre de compte personnel de formation. Dans le cadre du compte personnel de formation, la commune finance pour l'ensemble du personnel au maximum 2 bilans de compétences par an, totalement ou partiellement. En principe, la commune n'a aucune obligation de prendre en charge les frais de déplacement, d'hébergement et de repas des formations demandées au titre du CPF. Par conséquent, la commune propose de prendre en charge les frais de déplacement, repas et hébergement non pris en charge par l'organisme de formation pour les actions de formation relevant du socle de connaissances et de compétences. Les préparations au concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale selon les dispositions mentionnées au point 4 du règlement de formation. Les actions de formation tendant à prévenir une inaptitude aux fonctions reconnues par le médecin de prévention. Afin de tenir compte des priorités définies précédemment dans un objectif d'équité, il est proposé d'instruire les dossiers 2 fois par an selon la procédure précisée dans le règlement de formation annexé. Le règlement de formation joint en annexe a été approuvé en comité technique du 9 décembre 2019. Aussi, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation, approuver le règlement de formation des agents municipaux tel qu'annexé à la présente, autoriser Monsieur le maire à le signer ainsi que tout document s'y rapportant. Dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 et suivant. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je vous en prie.
Donc je vous souvenez que le personnel s'est abstenu pour adopter ce plan de formation. Non. Non, c'est pas absolu. La dernière fois, pas du tout. Si, parce qu'ils n'avaient pas pu en discuter en interne. Et puis, donc, vous leur avez donné des assurances qu'ils pouvaient en discuter plus tard entre eux et s'ils avaient des... Non, c'était sur la spécificité de savoir s'ils pouvaient avoir des formations sans rapport avec le métier qu'ils exercent. C'était ce point-là, si vous vous rappelez, qui Mais il avait me été... semble qu'ils n'avaient pas eu le temps en interne d'en discuter entre eux. Alors, les absents, ou je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, ce n'est pas très clair pour l'explication. Les documents que nous avons, qu'ils ont eu d'ailleurs, rappelez-vous, ils les ont eu en même temps que nous, bien avant la réunion, puisqu'ils ont effectivement des préparations avant de venir. Il y a un agent qui avait fait la réclamation, si vous vous souvenez, pour penser que des formations sans rapport avec son activité pouvaient être prises en charge. On lui a dit qu'on allait s'informer. Effectivement, on s'est informé, mais vous avez aujourd'hui tout le détail dans ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que la commune peut accepter, et la commune, si ce n'est pas en relation avec sa formation, elle peut ne pas accepter. Mais en général, très honnêtement, ça ne nous est jamais arrivé de ne pas accepter. Mais de manière plus générale, vous leur avez assuré que s'ils avaient par la suite des commentaires ou des... Alors, comment ça va se passer? S'il y a un processus, écoutez, dans le cas où on a des demandes de formation, nous, on est très pro-formation. Évidemment, on encourage les agents à aller en formation autant que possible, évidemment, parce que pour eux aussi, ce sont des contraintes familiales. Il ne faut pas oublier que quelquefois ces formations n'ont pas lieu là localement, il faut aller ou à Bourg ou à Lyon. Alors, bon, en tout cas, on essaye de faciliter, même à telle enseigne, que les frais d'hébergement ou de repas, dans tous les cas de figure, nous les assumons sur les tarifs, bien entendu, qui sont les tarifs officiels, même si ce n'est pas forcément une obligation comme vous l'avez lu là, mais dans tous les cas, nous assumons cela. Alors, ça, ils l'ont approuvé. Oui, non, mais je voudrais, c'est très important. C'est très important parce qu'effectivement, il y a quelques années, les agents étaient récalcitrants à aller en formation. Aujourd'hui, les choses se passent beaucoup mieux et les agents vont en formation pour une bonne partie. Donc, il faut leur faciliter cette donnée d'évolution. Alors, croyez-moi, madame, évidemment, quand on est sollicité, on le fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, en finance, c'est l'admission en non-valeur de créances irrecouvrable. C'est madame Dassin qui rapporte. Oui, donc dans le cadre de l'appurement périodique, le comptable public propose l'admission en non-valeur d'un certain nombre de créances sur des tiers pour des titres de recettes émis entre les années 2014 et 2019. Ces admissions en non-valeur sont bien sûr soumises à la décision du conseil municipal. Donc, pour mémoire, l'admission en non-valeur est demandée par le comptable public dès lors qu'une créance lui paraît irrécouvrable sur la base des 3 catégories de motifs liés à l'insolvabilité du débiteur, l'échec du recouvrement et des poursuites, la prescription de la créance malgré les démarches entreprises. Alors il nous propose donc d'annuler pour 18 260,96 €, dont un peu plus d'un tiers sont des créances automatiquement éteintes puisqu'elles sont dues à du surendettement. Vous avez le détail. Le plus gros morceau, c'est bien entendu, c'est le restaurant Scodo. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter l'admission en non-valeur de ces créances et d'imputer les dépenses correspondantes sur l'exercice en cours à l'article 1541, perte sur créance irrécouvable, créance admise en non-valeur pour un montant de 11 631,80 € et 6 542, perte sur créance irrécouvrable, créance éteinte pour un montant de 6 629,16 €. Très bien. Les questions, oui. Oui,
la créance pour le restaurant scolaire, c'est quand même relativement important. Est-ce que le CCAS ne pourrait pas participer et aider ces familles qui ne peuvent pas régler leur montant, leur facture de cantine? Alors, lorsque le CCAS est sollicité, oui, tout à fait, mais c'est la même chose hein, pour nous. C'est-à-dire que si nous payons, parce que c'est la commune qui alimente le CCAS, si nous payons en lieu et place, c'est la même chose. Alors, non, mais je comprends que c'est exactement la même chose, parce que l'argent qui vient de la commune. Simplement, c'est pour éviter par à ces familles qui n'ont pas les moyens de régler leur facture de cantine, je veux dire, de suivre tout ce processus de rappel, etc., qui est vraiment aussi très angoissant, parce que quand on n'a pas d'argent, c'est difficile quand même. c'est vrai. Écoutez, non, mais je partage votre opinion sur la difficulté que les gens ils ont à avoir des rappels constants. C'est pas un reproche, hein, Non, mais ce sont certainement des gens qui ne se font pas connaître, on ne peut pas les connaître tous, on ne peut pas les... Est-ce qu'à ce moment-là, on ne pourrait pas mettre, je veux dire, à partir du moment où les factures cantines ne sont pas réglées, de s'approcher des personnes? Mais ça ne vient pas jusqu'à moi, mais en général, il y a avec la personne qui s'occupe des restaurants scolaires, elle m'approche quand il y a des gens en difficulté. Oui, parce qu'il n'y a rien de plus angoissant que donc, et c'est sur plusieurs années, là, donc c'est ça que ça fait la... Mais disons que on fait... j'ai jamais été refusé un... Non, mais ça, je le sais. restaurant scolaire, jamais. voilà, mais bon, Les familles en difficulté sont orientées. Elles sont tout le temps orientées, je les vois et voilà. Mais ceux qui ne payent pas ne sont pas toujours en difficulté. Oui, voilà, c'est ça, mais il y a des gens qui ça vient pas déménagent. jusqu'à là. S'ils ne sont pas en difficulté quand même, Madame Fort, c'est qu'il y a eu donc toute une action pour recouvrer les sommes. Ceux qui ont des rappels, je vous dis. Oui. En règle On peut générale. avoir un rappel et le payer ultérieurement. Non, mais C'est pas forcément... Non, mais pour la commune, c'est la même chose. c'est la même chose. Oui. Mais, Non, le problème, c'est qu'à un moment donné, le percepteur nous demande d'annuler parce que ça coûte plus cher que ce qui est à récupérer. Alors, mais c'est souvent comme ça. Ce qu'il y a, c'est que a été usé toutes les formules pour essayer d'encaisser. Hein. Oui, puis là, c'est au niveau du comptable public. Donc avant que ça nous revienne, il se passe un certain temps. Mais généralement, vous avez raison, c'est des familles qui vont aller au CCAS après. Puisqu'on a la liste. Mais nous, on récupère encore souvent auprès du trésor public. Ce que je disais, c'était peut-être de trouver un moyen de façon à ne pas emmener les familles dans un processus de recouvrement qui est très lourd et puis très angoissant, surtout quand on n'a pas l'argent. Il s'agit là quand même de restaurants scolaires, c'est-à-dire de faire manger des enfants. Mais comme dit Madame Fort, ce n'est pas forcément des gens qui Si. principalement Ah, sont des gens qui si, là, il n'y a pas de secret. Ce ne sont pas de mauvais payeurs, ce sont des gens qui sont en difficulté. Les mauvais payeurs sont poursuivis. Non, il n'y a pas là-dessus puis largement. ça vient. Croyez-moi. Voilà, non. c'en est qui... Mais je rappelle que ce sont des sommes sur 3 ans. Même 6 ans, excusez-moi, ce qui représente effectivement des montants très limités et qu'à un moment donné, il faut effacer la dette. Vous avez le surendettement qui sont des décisions qui ne nous appartiennent pas, c'est le tribunal qui décide et donc là, c'est automatique. Voilà. Mais autrement, on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup de problèmes au niveau des encaissements. Les choses se passent relativement bien. Oui, on peut juste rajouter une petite chose, c'est qu'on a à peu près sur les restaurants scolaires et le secteur enfance un peu plus d'1 million de recettes, ce qui représente donc 1,7% de créances impayées. Au niveau des impôts, globalement, ils sont à 2,5%. Donc c'est pas un chiffre, c'est un chiffre qui paraît important, mais rapporté à la masse Il n'y a aucun Non, mais tout ce que je dis, c'est simplement, comme c'est le restaurant scolaire et c'est au regard des enfants qui sont à la cantine et qui mangent. Oui, mais ne savent pas. Les enfants, évidemment, ne savent pas la situation. Parce que généralement, ils ont d'autres créances ailleurs, donc... Très bien. Si vous voulez, nous passons au vote. Des abstentions, des contre, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est la garantie financière à la SEMCODA. C'est Madame Dassin qui rapporte. Donc la SEMCODA nous demande à la commune sa garantie financière pour réaliser 13 logements en accession sociale dans le programme immobilier Porte de France
Nord. À cette fin, donc, elle souhaite contracter auprès de la Banque Postale. Ça résonne, non? Il n'y a pas quelque chose qui... Je trouve que ça résonne. Allez-y, ça fait rien. Il y a de l'écho. Non? Non? Bon, c'est pas grave. À cette fin, elle souhaite contracter auprès de la Banque Postale un emprunt d'un montant de 2 891 300 € de type PSLA pour les... Oui, PSLA. Pour les besoins de financement de l'opération de construction de 13 logements destinés à faire l'objet des contrats de location-accession à la propriété entre l'emprunteur et les locataires excédents. Donc c'est un prêt sur 26 ans et 6 mois. Il y a juste une petite chose. Voilà, il est demandé à la commune donc d'accorder sa garantie financière à la SEMCODA pour le remboursement de cet emprunt à hauteur de 100%. Mais en complément à cette demande de garantie de 100%, la SEMCODA propose la signature d'une convention dont le projet est joint en annexe qui indique en contrepartie de cette garantie notamment les éléments suivants. La SEMCODA s'engage à première réquisition de la commune dans le seul cas de la mise en jeu de sa garantie financière à lui consentir une inscription hypothécaire de premier rang sur les terrains et les immeubles faisant l'objet de sa présente garantie, de la présente garantie. Ensuite, dans le cas de remontée de logements PSLA en PLS, en contrepartie de la présente garantie, la SEMCODA réserve à la commune 20% des logements concernés pendant toute la durée de la garantie restante. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer sous la forme proposée par le prêteur, délibération de garantie totale. Donc vous avez tout l'article. Et autoriser monsieur le maire à signer la convention proposée par la SEMCODA telle qu'annexée à la présente. Très bien. Bon, On connaît le sujet, hein. On va juste se sourire, hein. Oui. Et puis on va rien dire. Parce que... Non, mais bon, simplement, je connais effectivement les réserves que l'on peut émettre. On garantit seulement pendant la période où ce n'est pas vendu. Dans la période où c'est vendu, au fur et à mesure des ventes, eh bien effectivement, la garantie de la commune diminue à proportion des ventes. C'est ce que j'allais vous dire. Mais oui, C'est marqué dans la... j'en étais sûr. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, les affaires sociales. Projet social, demande d'agrément auprès de la caisse d'allocation familiale de l'Ain. Madame Laure. Oui, bonsoir. Donc la commune de Saint-Genis-Pouilly vient de clôturer la deuxième année de préagrément déposé auprès de la caisse d'allocation familiale concernant l'espace de vie sociale. L'objet de ce dossier est de confier à la commune une mission de préfiguration d'un espace de vie sociale. Donc la création de cet espace a pour but de valoriser le lien social, les rencontres intergénérationnelles, interculturelles et de développer des actions pour et par les habitants de la ville. La commune souhaite placer la participation des habitants au cœur de la vie de la cité et encourager les initiatives citoyennes et solidaires. Donc, au vu du bilan positif de l'espace de vie sociale à l'issue de ces 2 années de préagrément, le comité de pilotage de l'EVS a validé le projet social et souhaite déposer une demande d'agrément pour 4 ans auprès de la CAF afin de maintenir et soutenir les projets pour et par les habitants, la cohésion sociale, la mixité intergénérationnelle de la population de la commune. La CAF attribuera à la suite du dépôt d'agrément, par le biais d'une convention d'objectifs et de financement, une prestation de service intitulée « Animation locale des espaces de vie sociale ». Le projet social donc est joint en annexe. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter les conditions fixées dans le cadre du dépôt de la demande d'agrément et le contenu du projet social. Autoriser monsieur le maire à signer le dépôt de la demande d'agrément auprès de la CAF de l'Ain, ainsi que tout document s'y rapportant. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? On a parlé déjà de l'espace de vie sociale. Et maintenant, il rentre en fonction, je veux dire, et il peut se développer très normalement. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est l'espace de vie sociale, c'est le renouvellement de l'opération coup de pouce.
Voilà, donc la commune souhaitant toujours participer et placer la participation des habitants au cœur de la vie de la cité et encourager les initiatives citoyennes et solidaires. C'est pourquoi l'espace de vie sociale a lancé la première édition de l'opération Coup de pouce le 9 janvier 2019. L'ambition de cette bourse était d'inciter les habitants et les associations de la commune à construire des micro-projets qui contribuent à créer du lien social, amélioration du cadre de vie et développement des échanges intergénérationnels. Donc, au vu du succès de cette première opération et du fait qu'elle s'inscrit dans l'un des deux axes transversaux présentés dans le projet social 2020-2023 de l'espace de vie sociale, il est proposé au conseil municipal le renouvellement de cette opération Coup de pouce selon les mêmes modalités chaque année. Elle s'adressera à la fois toujours aux associations et aux groupes d'habitants. Le financement du projet s'attachera à favoriser la prise d'initiatives citoyennes, s'adressera à l'ensemble des habitants de manière à encourager la mixité sociale. Comme précédemment, donc, un jury composé d'élus, de représentants de l'OMS et de divers associations, le collège, le conseil citoyen, le conseil territorial de la CAF, etc., se réunira pour choisir 3 projets lauréats parmi les projets déposés qui bénéficieront d'un soutien financier de 3 000 €, soit 1 000 € par projet. Précédemment, c'était 500 € par projet, si vous vous souvenez. Voilà. Et d'un soutien technique de l'espace de vie sociale afin de réaliser les projets. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à mettre en œuvre chaque année l'opération Coup de pouce selon les modalités indiquées ci-dessus. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? C'est une opération qui s'est un peu rodée l'année passée, mais le montant de 500 € est apparu quand même pas suffisamment motivant pour les projets. Là, on double le montant, 1 000 € par projet, et puis on pense que c'est une des méthodes pour associer les habitants à leur quartier ou à des projets qu'ils veulent bien soumettre à ce comité d'évaluation. Voilà, moi je crois qu'on va aller vers ce genre d'actes avec les habitants, parce qu'effectivement, il y a des secteurs, des quartiers, des groupes, des associations qui vont effectivement postuler parce qu'ils ont des idées. Donc pour cette année, il y a simplement eu 1 000 € par coup de pouce. Je pense que ça ira au-delà, au vu de l'évolution des esprits dans ce domaine-là, ça ira au-delà dans les années prochaines. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? S'il n'y a pas d'autres, je passe au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, culture, c'est la mise en place du chèque cinéma. C'est Gilles qui rapporte. Monsieur Catrin, pardon. Oui, bonsoir. La commune de Saint-Genis souhaite devenir partenaire du dispositif chèque cinéma proposé par le Groupement régional d'action cinématographique, plus connu sous le nom de GRAC. Celui-ci vend les chèques cinéma au comité d'entreprise en adéquation avec les tarifs pratiqués sur l'agglomération. Le public bénéficie grâce à ce chèque de tarifs réduits. En fait, c'est 5,30 € contre 6,50 € pour le tarif plein, comme on le pratique actuellement. Afin de développer et d'affecter positivement la fréquentation du cinéma, le Bordeaux, et compte tenu du caractère nouveau de cette activité, ce partenariat est nécessaire. Il convient d'établir une convention avec le Groupement régional d'action cinématographique. Celle-ci sera établie pour une durée de 1 an, reconductible chaque année et prendra effet le 1er janvier 2020. Le projet de convention est annexé à la présente. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention entre le Bordeaux et le GRAC pour la gestion des chèques cinéma tel que joint en annexe et autoriser M. le maire à signer ainsi que le document se rapporte. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Juste une précision. Quand on parle donc les chèques cinéma sont vendus au comité d'entreprise. Au groupement, hein. On peut. Oui, je voudrais juste des explications par rapport à ça, parce que je ne comprends pas bien à qui ces chèques cinéma sont destinés. Il y a tous les comités d'entreprise, il y a aussi toutes les associations peuvent demander, toutes les collectivités peuvent demander, la mairie par exemple, le groupe peut postuler. Obtenir ces chèques cinéma, nous ça ne coûte rien, c'est le GRAC, qui est un regroupement des cinémas du département de l'Ain, qui organise
qui organise cette activité. On va effectivement nous payer de participation GRAC, la première année étant gratuite, et soumettre ces chèques. Et nous, on reçoit les chèques comme paiement de la place cinéma en lieu et place du paiement normal d'une place à tarif. Au vu du succès du cinéma, moi je trouve très important qu'il y ait effectivement cette attention d'accès possible, quels que soient les moyens de nos concitoyens, d'accès possible au cinéma. Et je trouve que ce sont des opérations tout à fait intéressantes, puisque effectivement cela permet, alors ce n'est pas des chèques extraordinaires, mais quand même, ça permet à des gens de venir au cinéma avec des moyens très, très restreints. Donc je pense que c'est un parallèle qui est normal lorsqu'on a le succès que le cinéma remporte actuellement. Le comité d'entreprise donne gratuitement. Tout à fait. Oui, oui. Je crois qu'il y a des parallèles comme ça qui sont importants. Les membres de telle et telle entreprise bénéficient de ces chèques. Oui, non, mais je voulais juste savoir à qui ça s'adressait vraiment. J'étais pas sûre. On dit comité d'entreprise, mais c'est aussi plus ouvert. Hein. Ça peut être comme nous le COS, ça peut être. Voilà. Tout à fait. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, travaux, convention de servitude Enedis. Si elles allaient aussi vite qu'on signe les conventions, ça irait bien. C'est M. Drivière qui rapporte. Hein. Bonsoir. Pour permettre l'alimentation en électricité du projet d'alimentation des îlots B, C, D, E, quartier Port-de-France Nord, Enedis doit réaliser des travaux sur la parcelle AW 0130 située rue René Cassin. S'agissant de travaux situés sur le domaine public communal, il convient d'établir une convention précisant les engagements respectifs de la commune et Enedis vis-à-vis de ce projet et reconnaître notamment à Enedis les droits suivants. Il y a toute la liste comme d'habitude puisque c'est toujours les mêmes conventions. Donc, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver les travaux de construction de la ligne électrique souterraine telle qu'indiquée ci-dessus, autoriser M. le maire à signer la convention de servitude avec Enedis concernant la parcelle AW 0130 telle qu'annexée à la présente et tout document s'y rapportant. Est-ce qu'il y a des questions? Pas sur Enedis, hein, seulement sur la convention. Voilà, On en aurait eu, hein. Oui, parce que j'allais aussi vous demander pourquoi vous disiez qu'ils étaient là, parce que est-ce que ça concerne aussi la commune, le chemin des vignes? Ça concerne partout. Il y a un trou depuis le mois de juillet. Là. Vous avez la fille, tout ce qui reste enterré, c'est pas la commune, c'est Enedis. On attend Enedis. D'accord. Si vous arrivez à les décider, à les booster, ça serait impeccable. On a des 4 mois sans électricité dans notre lotissement. Oui, mais vous êtes éclairé quand même. Maintenant, c'est bon, hein. On n'a pas l'air du temps. Hein. Non, mais c'est malheureusement comme ça à beaucoup d'endroits. D'accord. Tout à fait. Très bien, nous passons au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, Port-de-France, achèvement des espaces publics aux abords du centre nautique. C'est l'attribution des marchés de travail. C'est M. Drivière qui rapporte. La commune organise la dernière phase de travaux relative à l'achèvement des espaces publics aux abords du centre aquatique de Port-France Nord. Une consultation sur cette opération était soumise à une mise en concurrence par voie de marché de travaux ordinaire, à procédure adaptée, conformément aux dispositions de l'article L 2113-1 et R 2113-1 du Code de commande publique. Suite à la commission MAPA qui s'est retenue le 19 décembre 2019 et la présentation de la liste des offres, il est proposé de retenir les entreprises suivantes. Lot 1, VRD, espace vert, l'entreprise Verdé Paysage, qui s'engage au nom du groupement solidaire Verdé Paysage Famille pour un montant global forfaitaire de 467 848,25 €, comprenant 2 tranches d'aménagement. La tranche ferme pour un montant de 371 420,10 € et la tranche optionnelle pour un montant de 96 428,15 €. Lot 2, éclairage. L'entreprise Saint-Londres pour un montant global et forfaitaire de 51 517,50 €, comprenant 2 tranches d'aménagement, tranche ferme pour un montant de 48 620 €, tranche optionnelle pour un montant de 2 897,50 €.
Le montant des offres attribuées est de 515 365,75 € pour une estimation de 555 000 €. Compte tenu des termes de la délibération numéro 148-17 du 5 décembre 2017 relative aux délégations du conseil municipal au maire, le conseil municipal conserve sa compétence pour l'attribution des marchés de travaux d'une opération d'un montant supérieur à 221 000 € hors taxe. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer et à notifier les marchés de travaux des lots ci-dessus. Très bien. Bien sûr, c'est à la suite d'une commission. Oui. Moi, juste, je me rends compte que par rapport à l'estimation, les offres sont moins importantes, ce qui est une bonne chose. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de réponses, beaucoup d'entreprises qui ont répondu par rapport à ces appels? Je ne sais pas, monsieur Dupré, je ne sais pas. Tu te rappelles? Non, Non. Il n'y a pas beaucoup. je crois que c'était très limité. Oui. Très limité, je crois qu'il y en avait un pour un et deux pour... Parce qu'en fait, on retrouve toujours les mêmes entreprises. Hein. C'est pour ça que je me pose la question. Bien sûr. Oui, non, Mais bon, dès lors qu'il y en a un qui répond. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Nous passons ensuite à la mise en œuvre de la délégation au maire en application. Donc vous avez toutes les mises en œuvre de délégation que le maire a prises pendant ce mois. Est-ce qu'il y a des remarques? Vous avez normalement les éléments qui vous ont été communiqués. Juste une chose. Oui. Je vois que le premier alinéa, c'est l'acceptation d'un don, donation d'une statue femme assise sur un rocher par son auteur. Oui. On a piqué la Tu voudrais connaître, est-ce que tu voudrais connaître le nom de la dame? Non. Alors, non, mais attends. Il faudrait savoir si c'est pas la petite sirène qu'on bien semblé. Non, c'est... Parce qu'elle est aussi assise sur un rocher. Exactement. Après discussion, nous avons effectivement convenu avec Didier Duret qui nous fasse don de... Elle est magnifique, hein. Très honnêtement, c'est une très belle statue. Et elle sera placée à l'entrée de la médiathèque, là, juste là vers elle sera très visible depuis cet endroit-là. Ben, vous voyez, pour une fois, je suis d'accord avec vous. Mais madame, je ne désespère pas. Voyez-vous, non mais cette statue que l'on connaît, parce qu'on l'a vue depuis assez longtemps chez madame Duret, elle faisait l'objet d'une convoitise municipale que j'exprimais régulièrement. Et donc, ça va être réalisé, je crois, dans les jours qui viennent, hein, la mise en place. Voilà. Par contre, l'autre statue là, qui est au bord de la rivière. Elle est très bien. Oui, Oui, elle est très bien là où elle est. Vous voulez que je commente? Non? Parce que je peux, hein. Vraiment, elle est très bien. Vous savez... Je ne sais pas comment il faut l'entendre. Ah ben, comme vous voulez, madame. Elle a besoin d'un bon nettoyage, en tout cas. Pardon? Elle a besoin d'un bon nettoyage. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Et vous avez vu que cette pierre, elle garde sur elle facilement, mais ça montre aussi la pollution qu'on a à Saint-Denis, hein, qui n'est pas une pollution... Tant mieux qu'il y ait une pollution, ça arrondit un peu les angles, non? Écoutez, il ne lui manquait pas d'arrondi. Hein, cette dame. Voilà. Hein. Non, mais je suis d'accord. Ça gomme un peu. Il faut que l'on fasse nettoyer un petit coup cette statue. Tout à fait. Je ne vous raconterai pas l'histoire de cette statue, hein, mais on la connaît, puis vous savez, il y a eu une aventure avec cette statue. Très bien. En tout cas, on est content d'accepter cette statue. On attend effectivement qu'elle soit installée. Et Madame Dodé-Kofi a vu ça avec Didier Duret, comment les donner pour que ça s'installe sans contrainte pour la commune, seulement les obligations légales, sans contrainte pour la commune, d'accepter ce nom. Hein. Voilà. Vous savez qu'il y a quand même des règles de respect par rapport aux artistes, et il est légitime que ceux-ci soient respectés. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur les
Non. Sur la mise en œuvre des délégations, pas de remarques. Alors, en information, bah, écoutez, non, après-demain plutôt, ce sont les vœux. Nous sommes évidemment tous conviés. Et j'espère que les choses se présentent correctement, se présentent bien. Voilà. Rien de particulier. On fait de vœu en vœu. On est quelques-uns qui allons d'une commune à une autre. Alors, c'est pas évident, mais c'est toujours très intéressant d'assister aux vœux. Ce soir, c'était les vœux de Cergy. Et je ne pouvais pas, c'était à 6h30. Hein, mais c'est comme ça. Très bien, s'il n'y a pas d'autres... Un exercice un petit peu plus difficile, je veux dire, en fin de mandat, puisque hormis je veux dire, pour les maires, ont pas des difficultés, mais ne peuvent pas anticiper en tout cas et faire campagne. Donc, vous voyez où je dois venir, monsieur vous pensez, madame, je vous voyais venir, hein, mais vous savez, on a le droit de faire référence aux engagements, aux projets, y compris nos engagements qui ont été pris par la commune, pas à ceux qui n'ont pas été. Voilà. Mais écoutez, on verra tout ça après-demain. Je pense que vous permettrez, comme d'habitude, quelques digressions. Mais écoutez, ça serait vraiment pas marrant si on se permettait pas les uns et les autres, parce que je vous signale que de passage d'une commune à l'autre, tout le monde s'autorise quand même à des clins d'œil, voire un petit peu plus. Des crocs de jambes. C'est vrai, les discours commencent toujours, c'est un exercice difficile, en fin de mandat, etc. Et au fur et à mesure du discours, on s'aperçoit que l'exercice est nettement moins difficile. Hein. Il y a une forme de laisser aller, c'est vrai. Il y a une forme de laisser aller, enfin de... Ah non, pas du tout. Ah, mais je ne parle pas de vous, monsieur Bertrand. Vous, de toute façon, vous avez un grand don pour... Eh bien, c'est gentil de me reconnaître. Je le note. Très bien, en tout cas, je vous souhaite quand même de très bons vœux pour l'année qui vient et pour... Excusez-moi, monsieur Bertrand, mais avant de clôturer le conseil, je peux poser une question? Je ne voulais pas vous interrompre. Hein. Je vous en prie. Par rapport l'avis d'appel à candidature que vous avez fait passer moi je l'ai vu dans le Dauphiné, donc par rapport à la cession de parcelles Porte de France Sud, donc il y avait les candidats devaient déposer leur offre au 15 novembre et on n'a pas entendu parler depuis ce temps-là. Alors combien d'offres avez-vous obtenues? Pourquoi il n'y a pas eu d'ouverture de prix depuis le 15 novembre? Non, mais c'était... Alors, je peux vous expliquer quelle était la démarche. Comme il y a effectivement sur Porte de France Sud des velléités d'aménagement, la commune avait besoin de connaître quel était le capital dont elle dispose, capital foncier, dont elle dispose Porte de France Sud. Pour connaître le capital de Porte de France Sud, il était normal de dire, écoutez, quel est le prix que nous en donnent des opérateurs. Les opérateurs ont répondu, ce qui permet effectivement d'avoir une échelle de prix, parce qu'ils ne donnent pas tous le même prix, ce qui permettra, lorsqu'il y aura effectivement des discussions sur la totalité du programme, de préserver l'intérêt de la commune en reprenant comme base effectivement ces évaluations de prix. Ça n'a pas d'autre... ça n'a pas d'autre but que de préserver le capital de la commune dans cette opération. Parce qu'on pouvait imaginer que quelques-uns, ici ou là, pensaient peut-être maîtriser ces terrains, qui sont la propriété privée de la commune, maîtriser ces terrains dans des opérations globales où la commune aurait été perdante de son capital. Aujourd'hui, les habitants savent quel est le capital de la commune sur ce secteur et combien ils sont en droit d'exiger de retour là-dessus. Voilà, c'est la simple mission de ça. Vous pourriez nous indiquer combien d'offres, combien de réponses vous avez obtenues? Je crois que, je parle des offres sérieuses, hein. Je ne parle pas des offres farfelues. Il y a eu 4 offres, dont 3 sérieuses. Et fourchette de prix?
Alors la fourchette de prix, elle varie, et effectivement, cela est effectivement pour le moment pas public, puisque ça va être... Ok. Mais ce ne sera pas un secret, hein, puisque ça va être un document. C'est un document qui est très important, parce qu'il est opposable à tous ceux qui voudraient faire main basse sur le capital de fonds foncier de la commune. J'ai compris, Hein? monsieur Gaston. C'est cela l'intérêt. J'ai compris simplement. Alors, justement, je me parce suis que... permis de poser la question. Non, mais parce vous que avez, madame, vous Dans avez la- bien fait. dans la mesure où... C'est la préservation. C'est la préservation, quelles que soient les suites données aux données municipales, puisque, évidemment, en tout cas, il y aura effectivement une évaluation du capital communal. Ok, merci, Voilà. monsieur Gaston. C'était son but. Hein. C'est pour ça que c'était fait fin de mandat, pour préparer, et pour que tout le monde ensuite sache quel est l'intérêt de la commune et quelle est la préservation de son capital. Voilà. Merci. Très bien, je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci.